est un élément indispensable à l'alimentation, indispensable à la santé, indispensable au développement personnel, etc. Donc c'est vraiment la base de la vie en société. Je m'appelle Julien Erard, je suis référent technique eau, assainissement, hygiène au siège parisien de l'association Action contre la faim. Mon travail consiste essentiellement à m'assurer de la qualité, de l'impact des projets d'accès à l'eau et à l'assainissement et à l'hygiène qu'on met en œuvre sur le terrain. Moi, je suis sur la zone Asie, donc Népal, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan. Je vais sur le terrain régulièrement. J'aide mes collègues qui sont sur place à mettre en œuvre les projets. J'ai un parcours un petit peu atypique par rapport à mon métier, puisque je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas un technicien de l'eau. Je suis anthropologue de formation, donc j'ai fait des études sciences sociales, philosophie, une licence de philosophie, puis ensuite je me suis orienté vers la sociologie et l'anthropologie. Et puis de fil en aiguille, je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle l'anthropologie du développement, qui consiste donc à faire le lien entre les populations qu'on est censé aider et puis l'ONG ou le projet. Je dis souvent qu'en fait un projet d'accès à l'eau réussi, c'est 20% de science de l'ingénieur, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'eau dans le puits, il faut que la pompe fonctionne, mais c'est aussi 80% de sciences sociales, parce que faire en sorte que ce soit entretenu, que les populations s'approprient le point d'eau, qu'il soit au bon endroit, qu'il n'y ait pas de conflit d'usage, etc., ça c'est plutôt un boulot de sociologue ou d'anthropologue. Ça a été le tremblement de terre à Port-au-Prince en Haïti en 2010. On a mis en œuvre le projet pour améliorer l'accès à l'eau aux personnes qui avaient tout perdu. Et pendant 6 mois, ça a été très intense. Du matin au soir, courir partout pour installer des points d'eau, faire de la livraison d'eau, mettre en œuvre des latrines, éviter l'épidémie, etc. Donc c'est là, dans ces conditions, certes un petit peu extrêmes, qu'on comprend vraiment le sens de notre métier. En fait, on est là pour aider la population, pour sauver des vies. Et là, on a l'occasion de le voir se matérialiser pour de vrai. Globalement, c'est pas tellement une crise de ressources, parce que de l'eau sur Terre, même si on était 9 milliards, 10 milliards d'humains, il y en aurait en théorie suffisamment pour tout le monde si elle était bien partagée entre les différents usages. Donc on n'est pas sur une crise de ressources, on est clairement sur une crise de gouvernance. C'est un problème d'accès, c'est un problème d'égalité d'accès, un problème de financement pour financer les infrastructures. Il y a des gens qui sont privés de leur droit à l'eau. Tout ça, ce sont des problèmes politiques, des problèmes de gouvernance pour lesquels on peut trouver des solutions. Tout simplement 100% d'accès à l'eau potable pour tout le monde et 100% d'accès à l'assainissement pour tout le monde, plus la protection des zones naturelles, la restauration des écosystèmes, etc. Donc c'est des objectifs qui sont très ambitieux, qui ont le mérite d'exister, mais pour l'instant, si on ne fait pas des efforts conséquents, il y a un gros risque qu'ils ne soient pas atteints. L'impact du changement climatique sur l'accès à l'eau, il va se jouer de 2 manières. D'abord, des épisodes, comme on a connu en France, de sécheresse, et puis des épisodes d'inondation. Après, sur la masse d'eau disponible, ça change rien du tout, puisque la quantité d'eau disponible, c'est toujours la même. Ce qui va changer, c'est l'impact que ces événements climatiques extrêmes aura sur les populations. Du coup, s'il y a des inondations ou s'il y a des sécheresses, ça fera des gens qui seront poussés à la migration, des pays entiers qui vont se retrouver les pieds dans l'eau. On peut penser au Bangladesh, dont on sait très bien que toute la partie sud sera submergée par la montée des océans. C'est des millions de réfugiés climatiques, il faudra les accueillir quelque part. Il y aura forcément des déplacements massifs de population et puis malheureusement des conflits. L'accès à l'eau potable, bien sûr, c'est aussi un enjeu géopolitique majeur pour une simple et bonne raison, c'est que la plupart des grandes réserves d'eau, qu'elles soient de surface ou souterraines, sont souvent à cheval sur plusieurs pays. Il y a des enjeux par rapport à l'accès, par rapport à l'usage de l'eau, et il y a aussi des enjeux par rapport aux aménagements hydrauliques que l'on peut faire sur ces fleuves. Et en général, quand il y a des problèmes, on essaie de les résoudre par voie diplomatique. Mais il peut y avoir des conflits, comme ça a été le cas par exemple pour le barrage de la Renaissance entre l'Éthiopie et l'Égypte. L'eau fait partie des besoins de base de l'être humain, et donc lorsqu'il y a une situation de crise humanitaire,
Comme on le voit malheureusement dans beaucoup d'endroits en ce moment, l'accès à l'eau fait partie vraiment des services de base qu'on va essayer de remettre en priorité. Nous, on travaille beaucoup au Bangladesh, donc la crise des Rohingyas, donc une population persécutée en Birmanie, et donc un exode massif de l'autre côté de la frontière vers le Bangladesh. Et donc il a fallu en quelques semaines, très rapidement, mettre en œuvre un hébergement dans des camps de réfugiés, et puis surtout dans ces camps de réfugiés, un accès à l'eau, un accès à l'assainissement. Parce qu'en fait, là, depuis le début, on parle d'eau, mais le gros problème, c'est quand même l'assainissement et l'accès aux latrines, tout simplement. Et le problème là-bas, c'est que les camps sont tellement entassés les uns sur les autres, il y a vraiment une grosse densité de population. Et donc du coup, pour limiter l'emprise au sol de ces installations, on a été obligé d'imaginer des solutions techniques innovantes, comme par exemple des installations de biogaz qui sont enterrées sous le sol, ce qui permet d'économiser de la place à la surface. Et donc, grâce à ça, on arrive quand même à fournir un assainissement de qualité à ces populations. On l'a bien vu pendant l'épidémie du Covid, le lavage des mains au savon constitue une barrière fondamentale pour toute une série de maladies qui peuvent se transmettre de manière interpersonnelle. Dans toutes les situations de crise humanitaire, on va distribuer ou mettre à disposition des kits hygiène dans lesquels il y aura du savon, il y aura tout le nécessaire pour se laver les mains. Et puis on va aussi y associer des kits d'hygiène menstruelle. On va essayer de favoriser donc la bonne hygiène menstruelle en brisant les tabous qui malheureusement existent encore autour de ça dans certaines cultures. Alors ça peut être soit dans des kits qu'on distribue, soit par exemple au Bangladesh on a des distributeurs d'articles d'hygiène menstruelle dans les grandes écoles ou les universités. L'idée c'est de mettre ça à disposition le plus simplement et le plus facilement possible. Si on boit de l'eau contaminée ou si on n'a pas une bonne pratique d'hygiène ou des latrines pour faire ses besoins, on expose les populations à un risque de contamination interpersonnelle due aux bactéries, aux virus et aux parasites qui sont naturellement présents dans les matières fécales humaines. Donc à partir de là, il va y avoir développement d'épidémies. Ça peut être la gastro qui est causée par un virus, ça peut être des bactéries, ça peut être le choléra qui est causé par un vibrion, dans les cas les plus extrêmes. Un enfant qui a la diarrhée, un nourrisson qui a la diarrhée, il va cesser de s'alimenter. Ça peut mener à un épisode de sous-nutrition. Des solutions simples existent, il faut les mettre en œuvre. Pour l'accès à l'eau potable, ça peut être creuser un puits, creuser un forage, des captages de sources, des solutions plus technologiques comme du dessalement d'eau de mer, des choses comme ça. Pour l'assainissement, une simple latrine creusée dans le sol, un trou dans le sol, une dalle de couverture, ça va permettre de confiner les matières fécales pour éviter qu'elles se propagent dans l'environnement et puis d'éviter tout ce qui est mouches, insectes, etc. Pour la sécurité alimentaire, c'est produire suffisamment de nourriture pour toute la planète. Et pour ça, il y a un élément incontournable qui est l'eau agricole, l'irrigation. L'eau agricole représente à peu près 70% des usages de l'eau dans le monde. Il faut d'une part avoir une agriculture plus sobre en eau, et puis d'autre part, on le voit en France, on l'a vu cet été avec la sécheresse, développer les politiques de réutilisation des eaux, parce qu'on peut très bien utiliser pour l'agriculture des eaux qui ont été partiellement dépolluées, partiellement épurées, sans que ça représente un danger, bien sûr, pour la santé ou pour l'environnement. Mais au bout du compte, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que chaque aliment que l'on consomme a son empreinte en eau. 1 kilo de tomates qu'on achète en plein hiver au supermarché, c'est des milliers de litres d'eau en Espagne sous serre pour les faire pousser. 1 kilo de bœuf, c'est l'équivalent de 15 000 litres d'eau pour produire cette nourriture. Donc à un moment donné, il faut aussi que le consommateur, que nous, citoyens et consommateurs, on change nos habitudes. On n'est pas obligé de manger des légumes quand c'est pas la saison, on n'est pas obligé de manger de la viande à tous les repas, etc., etc. Ce qui fait la spécificité d'Action contre la faim, c'est d'avoir vraiment une approche intégrée, multisectorielle, pour garantir ce qu'on appelle la sécurité nutritionnelle, en priorité de la femme enceinte et allaitante, et puis bien sûr de l'enfant, du nourrisson. Donc notre action, en fait, consiste d'une part à traiter la sous-nutrition infantile, donc on va détecter, référencer et administrer un traitement thérapeutique aux enfants qui sont atteints de sous-nutrition. Mais malheureusement, la sous-nutrition, c'est une maladie. Donc on peut la traiter, mais il vaut mieux la prévenir. Et pour la prévenir, on va donc mettre en œuvre des programmes agricoles, des programmes économiques, des programmes d'accès à l'eau, d'accès à la santé, à l'hygiène, etc. pour en fait favoriser un environnement sain pour éviter donc toutes ces maladies et cette malnutrition.
C'est beaucoup de travail de l'ombre qu'on appelle du plaidoyer. Le plaidoyer, c'est quelque chose de fondamental parce que ça nous permet de prolonger notre action en direction des politiques et puis éventuellement du grand public. Donc on va identifier des messages clés que l'on va essayer de faire passer à des personnes ciblées à l'occasion d'événements particuliers. Ça peut être une conférence, ça peut être une COP, ça peut être un forum mondial, pour influencer en fait les décideurs politiques qui ensuite prendront leurs décisions. Dans le domaine de l'eau, il y a beaucoup de travail qui a été fait entre les années 2000 et 2010 sur la question du droit à l'eau. Et les ONG, Action contre la faim, la Coalition Eau, différents réseaux de la société civile se sont beaucoup mobilisés pour essayer de faire passer l'idée que l'eau est un droit humain, et au même titre que l'assainissement, parce qu'il y a un droit à l'eau et aussi un droit à l'assainissement. Et de fil en aiguille, on a réussi finalement à organiser ce plaidoyer qui a abouti en 2010 à la reconnaissance de ce droit à l'eau par l'Assemblée générale des Nations unies. L'espoir, c'est qu'on réussisse à atteindre les objectifs de développement durable, c'est-à-dire que d'ici 2030, on réussisse à rattraper tout le retard d'investissement pour que tout le monde, enfin toutes les populations puissent avoir un accès à l'eau potable et à l'assainissement. Et puis le deuxième espoir derrière, c'est que véritablement on travaille sur cette fameuse restauration des écosystèmes. Enfin, je rappelle que l'eau, elle n'est nulle part mieux que dans le sous-sol. C'est dans le sous-sol qu'on va pouvoir la conserver en bon état et longtemps. Et pour qu'il y ait de l'eau dans le sous-sol, il faut que lorsqu'il pleut, cette eau s'infiltre dans le sous-sol. Et pour que l'eau s'infiltre dans le sous-sol, il faut que le couvert végétal, les vers de terre, tous les animaux qui font des trous dans la terre, soient en bonne santé. L'artificialisation des sols fait que lorsqu'il pleut, ça ruisselle et ça ne s'infiltre pas, ça va directement dans la rivière ou dans la mer. Donc si on veut avoir suffisamment d'eau, ça passe aussi par des écosystèmes en bonne santé.